bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. On le dit et on le répète, il est important de se faire accompagner dans son allaitement pour que cela devienne simple et fluide. Le savoir, c'est le pouvoir. Et les IBCLC, attention, je prends mon accent anglais pour changer de mon accent américain, cela veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Yeah. Elles font partie de ton village de pros de l'allaitement sûr pour t'informer, te former, te préparer et t'accompagner. Aujourd'hui, nous sommes avec Angèle, a.k.a., moi aussi j'ai un accent, goutte de lait sur les réseaux, IBCLC et IPDE, infirmière puéricultrice diplômée d'État en néonatologie. On l'adore, elle et sa petite famille de têtes blondes trop mignonnes. Elle fait partie de ces personnes qui t'aident à pouvoir vivre positivement ton allaitement. C'est l'heure de la tétée avec Angèle, IBCLC. Bonjour Angèle. Bonjour. Enfin, on arrive à enregistrer ensemble. Je crois que ça fait 4 mois qu'on essaye de se trouver une date et on est trop contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, avec plaisir. Donc Angèle, tu es IBCLC. Vas-y, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton métier, de ton histoire d'allaitement au pluriel, même si nous y reviendrons tout au long de l'épisode. Ça marche. Du coup, je m'appelle Angèle, j'ai 33 ans. Je suis puéricultrice depuis 2015 et j'ai vite commencé à travailler dans le service où je suis actuellement, qui est la réanimation pédiatrique au CHU de Lille. Donc, je travaille là-bas depuis presque les débuts. Et j'ai eu la chance de me former pour être consultante en lactation IBCLC. Et du coup, j'ai obtenu ma certification en décembre 2023 pour aider un peu les mamans dans mon service, parce que c'est vrai que ça me manquait, il me manquait un peu de connaissances. Et aussi dans mon quotidien, avec mes amis et puis avec des personnes extérieures. Il y a beaucoup de mamans qui allaitent en néonatologie, du coup. Ouais, alors moi, c'est la pédiatrie, donc c'est de la naissance. En fait, j'ai pas de prématuré, c'est de la naissance à 18 ans, les patients dont je m'occupe. Mais on en a de plus en plus, oui, parce qu'en fait, on a ouvert des lits de chirurgie cardiaque et il y a des des bébés qui se font opérer à 2-3 semaines de vie. D'accord. Et du coup, c'est intéressant de savoir pour maintenir la lactation, parce que c'est des enfants qui vont être en arrêt alimentaire ou des choses comme ça. Après, on a aussi pas mal de bronchiolites, donc souvent c'est des petits bébés. Oui, on en a quand même. Ouais, on rappelle, c'est précieux d'avoir un soignant formé dans ce genre de cas. Ouais, c'est clair. C'était une chance. C'est vrai que la cadre voulait que quelqu'un se forme, et puis moi, j'ai sauté sur l'occasion. T'as bien fait. Parce que t'as allaité toi tes enfants et que tu te sentais concernée. Oui, du coup, j'allais en venir. Du coup, j'ai 3 enfants. J'ai Marius qui a 7 ans, que j'ai allaité 8 mois. Lui, c'était un peu la découverte avec. J'ai un peu cumulé tous les petits soucis avec des conseils pas toujours adaptés, ce qui m'a donné un peu envie de me former, justement. Après, j'ai allaité Adèle, du coup, qui a bientôt 5 ans, qu'elle, j'ai allaité un peu plus que 2 ans. Et après Gaston, là, que je suis en cours d'allaitement, il a 10 mois, là. D'accord. Et le projet pour Gaston? La question. J'ai pas de projet, en vrai, ça va... On verra. Tu verras. On verra où ça nous mène. Au début, je m'étais dit, il était moins accro que Adèle. Je me suis dit, peut-être qu'il s'arrêtera avant elle. Et en fin de compte, là, il devient bien accro, que ce soit jour comme nuit. Alors, on avait préparé des petites questions pour que tu nous parles du coup un peu de tes 2 métiers, de tes 2 facettes. Oui. La première, c'était, est-ce que tu penses qu'il faut avoir allaité soi-même pour aider quelqu'un qui allaite ?
Oui, alors c'était la petite question où je me disais, moi personnellement, je trouve que ça m'aide d'avoir mes expériences d'allaitement parce que du coup je me dis ah mais oui c'est vrai cette fois quand j'ai eu une mastite j'avais fait ça, on m'avait donné ça comme conseil et puis pour Marius on m'avait dit de mettre des boussins, au final ça m'a pas aidé, ça avait baissé ma lactation, donc moi ça m'aide et puis ça m'aide aussi à donner des exemples aux mamans et tout ça, mais je pense que c'est pas une nécessité, que la formation et l'expérience auprès des mamans peuvent suffire. Mais moi, c'est un plus pour moi, en tout cas. Ouais, je partage un peu ton avis. Après, c'était une remarque qu'une professeure nous avait fait, nous, en DU. C'est qu'en fait, pour s'inscrire en DU, il faut faire une lettre de motivation. Et elle dit que c'est le seul DU où les gens, dans leur lettre de motivation, parlent vraiment beaucoup de leur vie personnelle. Parce qu'en fait, tout le monde vient au DU en disant je viens parce que j'ai allaité mes enfants et j'ai manqué d'informations, donc aujourd'hui, je vais être formée. Exactement. Et alors qu'en fait, quand tu t'inscris à un DU d'orthopédie, une fois, je me suis cassé la jambe, mais j'ai pas eu la bonne attelle. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment une dimension personnelle qui fait sens. Alors évidemment, il n'y a pas que des gens qui ont allaité qui viennent, et heureusement, et c'est super qu'il y ait des gens qui s'intéressent à l'allaitement sans avoir allaité, mais c'est vrai que souvent, l'histoire personnelle vient mettre son petit grain de sel dans le besoin. Ouais, c'est vrai que ça donne un petit coup de pouce, quoi. Il y a rarement des hommes formés à l'allaitement, ça c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup d'hommes dans mon service, mais après, ils sont parfois un petit peu démunis, et puis un petit peu cette histoire de sexe qui la maman n'a pas forcément envie de faire vérifier ses tétrelles par un infirmier, elle préfère souvent que ce soit une femme, donc voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'une IBCLC? Est-ce que vous êtes nombreuses et quelle est la formation, justement? Donc, du coup, IBCLC, c'est un terme anglais. Je ne sais pas si une d'entre vous parle bien anglais, non, mais très mal. T'inquiète pas, dans l'introduction, je l'ai traduit, je l'ai déjà dit avec l'accent anglais, t'inquiète. Ok, magnifique. Du coup, en fait, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Et en fait, c'est pour être consultant en lactation et c'est certifié par un conseil international. En fait, quand j'ai fait la formation, ensuite j'ai été à Paris faire un examen de 4 heures sur des ordinateurs, en fait, qui est traduit en maintes et maintes langues dans le monde. Et ensuite, tout est remis ensemble et voilà, tout est évalué. Et ensuite, on a nos résultats sur ordinateur et tout est traduit dans chaque pays, en fait. On peut se présenter à l'examen, faut avoir fait une formation avant, ou tu peux y aller comme ça, après avec une forte chance de te planter? En fait, il faut d'abord présenter 1000 heures de pratique clinique en lactation dans les 5 années avant l'examen. Et ensuite, tu peux te présenter, en fait... mais tu as pas mal d'organismes. Moi, je l'ai fait avec le CREFAM, qui prépare. En fait, si tu veux, c'est pas rattaché à IBCLC, mais c'est des organismes qui te préparent à l'examen. Et du coup, moi, j'ai fait quasiment 200 heures de formation en e-learning. Enfin, c'est même pas en e-learning, c'était en visio, parce que avant ça se faisait à Paris, mais avec le Covid, ils ont pris le pli de la visio, et comme on était un petit peu partout en France, au final, c'était assez pratique. Et du coup, on avait des cours comme ça, plus des stages, et plus les 1000 heures. C'est quand même une grosse certification. Il y a beaucoup de choses à faire pour être certifié. Et je crois que la certification, elle est limitée dans le temps, c'est ça? Oui, exactement. En fait, ça dure, on l'a que 5 ans. On est IBCLC pendant 5 ans, et après, il faut recertifier tous les 5 ans. Donc, il y a des petits... on doit passer comme des petits examens, aller voir certaines formations. Des conférences, tu peux valider comme ça. Voilà, des conférences, tout ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je trouve que les choses évoluent, et voilà, il y a de plus en plus d'études, et du coup, ça permet que l'IBCLC d'il y a 20 ans, elle soit toujours à la page, quoi. Ouais, de renouveler ses connaissances, un peu comme nous avec les formations. Avec la formation continue, Mais là, du coup, c'est une IBCLC qui est certifiée, c'est la preuve qu'elle a vraiment suivi, qu'elle s'est mise à la page et qu'elle est toujours au top sur les côtés. C'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des choses qui changent quand même, et des nouvelles études qui nous apprennent des nouvelles choses. Et du coup, c'est lourd comme formation, du coup, parce qu'on ne peut pas dire on l'a passé, on est tranquille, mais au moins on est au taquet à la page.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation et pas forcément le DU en lactation humaine? Alors, je m'étais renseignée aussi sur le DU. Moi, on m'avait proposé de faire IBCLC, donc j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion, mais je serais pas contre le faire en complément. T'es motivée. Après, je pense qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent. Il y aura de la révision. La formation de base, elle est très similaire, parce que du coup, on a mis en question c'est quoi la différence entre les deux. Donc, je peux apporter un peu. Alors déjà, Oui. le DU, il n'y a pas de recertification. Donc, c'est ça, bien y a de pas l'avoir, mais recertification. si on se met pas à la page régulièrement, on peut vite perdre des connaissances. Moi, je dis souvent, j'ai 2 DU, j'en ai en phytoaroma que j'ai passé il y a 10 ans. Autant dire que je suis plus du tout très à jour de mes connaissances. Ouais. J'ai passé le DU en lactation et il y a ce podcast et j'ai rejoint un réseau de santé périnatale pour faire du bénévolat parce que sinon, en fait, mon DU, je l'utiliserais pas au quotidien et je sais que je perdrais très vite les connaissances. Donc, c'est ça. Voilà, donc c'est bien pratiquer. si on le fait de soi-même, mais il n'y a rien d'obligatoire dans le DU. Et je sais que les filles avec qui je suis dans le réseau de santé périnatale, qui sont en fait les référantes IHAB à l'hôpital, elles doivent avoir soit le statut IBCLC, soit DULAM. Et en fait, elles disent finalement c'est plus simple d'avoir le DULAM parce qu'au final on le passe une fois, on est tranquille, alors que celles qui ont fait IBCLC, elles doivent le refaire du coup tous les 5 ans. Ouais. Et en fait, je pense que le DULAM, c'est réservé aux pros de santé, que IBCLC, tout le monde peut le faire. Toutes les filles avec qui je l'ai passé, alors il y avait des médecins, des auxiliaires de puériculture, mais ça restait quand même autour de la santé. En fait, c'est parce que moi, j'ai vu une IBCLC quand j'ai eu mon fils qui, pour le coup, après recherche, n'était pas pro de santé à la base. Elle y était venue par l'associatif, en étant conseillère Leche League. Mais du coup, alors après, je me suis un peu renseignée. En fait, il faut quand même passer des équivalences. Il y a des espèces de petites mises à niveau à faire. Normalement, tu dois avoir un bac plus 2 en santé. Mais sinon, après, t'as toutes les mêmes conditions, donc c'est pas du tout facile. Ouais, c'est ça. Plus, faut une sorte d'équivalence. Même si elles sont pas pro de santé, il faut qu'elles aient fait 1000 heures. En soi, 1000 heures en lactation, si t'es pas dans la santé, je sais pas comment. Mais après, en étant conseillère Leche League, tu peux. Si t'as fait 1000 heures d'accompagnement, il faut y aller. C'est clair. C'est quasiment du temps Donc plein. je pense que c'est quand même une grande majorité. Mais c'est vrai que moi, notre prof, elle était pas du tout pro de santé. Enfin, une de nos profs était avant dans le commerce et que a complètement changé. Mais du coup, elle s'est vachement formée pour avoir ses 1000 heures, quoi. Ok. Et donc, est-ce que vous êtes nombreuses à pratiquer ça, je ne sais pas. Je ne vais pas répondre à cette question. C'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas. Je sais que moi, dans mon hôpital, on est, j'aurais dit quelque chose comme 5. C'est pas énorme. Ah oui, au CHU de Lille, du coup. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais et je sais que dans la métropole lilloise, on se marche pas dessus, quoi. C'est pas, il y en a pas 15 000. Mais alors en France, te dire le nombre, je saurais pas dire du tout. Et est-ce que du coup il y a un endroit où vous êtes référencé? Comment on peut vous retrouver? Alors on peut nous retrouver sur l'annuaire des consultantes en lactation IBCLC sur internet. Ça s'appelle AFCL. Et après il y a aussi une association française des conseillères en lactation. En sachant que tout le monde n'y est pas inscrit. Donc, c'est possible aussi qu'il y en ait en plus de cet annuaire-là. D'accord. Et alors du coup, question très importante, pour quelle problématique on peut consulter une IBCLC? Alors, il y a beaucoup de problèmes. Moi, on m'appelle souvent pour une insuffisance de lactation ou une baisse de poids. Aussi pas mal pour des douleurs, des crevasses. Ça, c'est vraiment les 2 choses principales. Après, il y a d'autres possibilités. Ça peut être pour une relactation. Donc, une maman qui a arrêté d'allaiter et qui a un regret et qui veut remettre la machine en route. Ça arrive fréquemment? Non, ça arrive pas fréquemment et c'est pas toujours évident. Par exemple, si l'arrêt a été long, on va dire que si l'arrêt a été de 10 jours, c'est carrément faisable au niveau hormonal et tout ça. Mais par contre, si l'arrêt a été très long, c'est un vrai coaching, quoi. On va en parler prochainement puisqu'on a une personne qui nous a contacté qui, elle, a fait une relactation à 9 mois, en fait, qui n'a pas allaité ses jumelles et qui a lancé son allaitement à 9 mois. Donc on a hâte d'enregistrer ça, parce que ça va être fou. Ah ouais, ça doit être super intéressant. Donc il y a la relactation et après il y a la
la lactation induite. C'est 2 choses différentes. Donc là, c'est carrément une personne qui a pas porté ça le peut être bébé. qui a pas porté le bébé. Ouais. Donc en fait, finalement, là, tu nous parles de problématiques. On peut aussi consulter une IBCLC en amont d'un allaitement pour se préparer. Oui, bien sûr. Ça peut être en prénatal. C'est quelque chose que j'avais pas beaucoup au début, et là j'ai de plus en plus de mamans qui me contactent. Alors soit des mamans primipares qui qui ne connaissent pas grand chose et qui ont vraiment envie de réussir leur projet, ou des mamans qui ont un peu galéré dans leur allaitement, qui ont pas été, qui s'étaient dit je rêve d'allaiter, en fait ça n'a pas été, elles ont pas été suffisamment accompagnées, et du coup qui veulent avoir toutes les clés en main pour réussir. Donc ça arrive de plus en plus, ouais. Et après aussi, ça peut m'arriver un sevrage ou des conseils pour la reprise du travail, la diversification, combien de lait je dois donner quand je le mets chez la nounou pendant 5 heures, combien de fois je dois tirer, voilà. Tout ça, c'est des choses aussi fréquentes. Tu peux tout faire. Et donc du coup, c'est aussi bien pour des petits problèmes que des trucs un peu plus poussés. Oui, voilà, des fois il y a des choses légères et des fois c'est après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, alors malheureusement, les consultations en lactation ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Oui. Mais là où c'est intéressant, les consultations purement IBCLC, c'est que du coup, vous pouvez prendre le temps. Ce qu'on n'a pas le temps de faire à l'hôpital, en consultation. Enfin, voilà, de regarder une tétée, de refaire les positions, tout ce qu'on devrait faire quand il y a un truc qui commence à pas aller. Ça, c'est hyper intéressant. D'accord. Et qu'aimes-tu le plus dans ton métier ? Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les mamans, les aider, que si elles arrivent douloureuses, on change, on trouve des positions, je les aide, elles repartent avec des clés, et en fait, après, elles m'envoient des messages, elles me disent « Ah, mais ça va beaucoup mieux » ou « Il regrossit, j'ai plus mal », et en fait, qu'il y a un résultat derrière, ça, c'est ce que j'aime le plus, quoi, de pouvoir les aider et qu'elles accomplissent leur projet avec un petit coup de pouce. C'est vrai, c'est aussi pour ça que nous, on fait ça. Et qu'est-ce que t'aimes le moins ? Franchement, j'ai pas trop de... Je sais pas. Il y a pas de choses que j'aime pas vraiment. Bon, tant mieux, c'est que tu aimes. Honnêtement, je sais pas... je dis pas ça pour du semblant. Vraiment, honnêtement, j'aime toujours. Les consultations. Après, j'ai pas une expérience encore de des années et des années, mais pour le moment, ça me plaît toujours. Et alors, décris-nous une consultation type. Donc, du coup, tu as un cabinet ou tu vas chez la maman qui allaite ? Moi, soit je me déplace, soit les mamans viennent. J'ai déjà reçu chez moi. Quand, par exemple, c'était vraiment de la dernière minute et que, comme j'ai mon petit dernier, j'ai pas la possibilité de le faire garder comme ça en dernière minute. Et si c'est vraiment une urgence, j'ai eu la semaine dernière ça. Et du coup, on cale sur la sieste de mon petit. Elle arrive, on fait la consultation et elle repart. En gros, comme si elle allait chez le médecin. Donc voilà. Des fois, je me déplace. Et parfois, on fait juste une visio, par exemple, si ça peut être des conseils sur la diversification, sur la reprise du travail, des choses comme ça. En vrai, on n'a pas besoin de se voir. On se fait une visio et puis ça va très bien comme ça. On n'a pas besoin de se déplacer parce que parfois, j'ai des mamans qui m'appellent d'un peu loin et en soi, on va pas faire 1h30 de route pour. Oui, t'as pas besoin de voir comment se déroule la tétée, la succion ou si la position. Exactement. Tout dépend. Alors, c'est pas possible à chaque fois, mais parfois. En fait, c'est pour ça que je demande souvent le motif de la consultation, comme ça, après, je vois ce que je peux leur proposer. D'accord. Donc, tu commences par... j'ai fait un sang, j'ai plein de crevasses, évidemment, qu'on va se voir. Et donc, tu peux pas prescrire. Après, tu dis à la maman, s'il faut des soins pour les crevasses, d'aller voir son médecin ou sa sage-femme. Oui, alors, pour les crevasses, moi, j'ai des petits tips, des pansements de lait maternel, voilà, ça, je peux. Après, par exemple, si il y a une mycose ou s'il y a une mastite qui est infectieuse et pas inflammatoire, là oui, effectivement, je les envoie vers leur médecin ou leur sage-femme. Et t'as de bonnes relations avec les soignants, justement, les prescripteurs, on va dire ? Oui, moi, autour de moi, oui, j'ai un petit réseau avec une sage-femme, un médecin, tout ça. Après, parfois, c'est des personnes qui habitent à 30 minutes de chez moi. Je connais pas encore, je connais pas tous les médecins
Et donc, la maman, elle arrive chez toi, par exemple, Ouais. et donc elle dit, bah là, j'ai pas assez de lait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, au début, je prends toutes les. Alors j'ai un petit dossier, une petite trame que je suis. D'abord, je prends toutes les informations générales, enfin truc bateau, mais nom, prénom, numéro de téléphone, où ils habitent, machin. Après, comment s'est passé l'accouchement pour voir s'il y a pu avoir quelque chose. Donc en fait, on parle d'abord de la grossesse pour savoir s'il y a bien une modification des seins, tout ça, puis de l'accouchement, savoir s'il y a eu une séparation à la naissance, les débuts, la montée de lait, tout ça. Ensuite, je fais la courbe de l'OMS de poids. Des bébés allaités, ouais. Des bébés allaités. Donc je leur demande toujours de venir avec le carnet de santé pour avoir tous les poids depuis le début. Et parce que parfois on vient me voir pour une insuffisance, enfin on me dit j'ai l'impression que j'ai plus de lait et en fin de compte quand je fais la courbe c'est carrément correct, ou au contraire on vient me voir pour un autre problème et quand je fais la courbe c'est carrément cata. C'est pour ça que la courbe est quand même importante. Donc après voilà, je questionne sur le nombre de tétés, les couches, tout ça. Et ensuite on passe à la phase, je leur donne des conseils, je leur apporte des petites solutions, on évalue la succion et ensuite elles repartent toujours avec une fiche récap. En fait, je leur demande vraiment de m'écouter pendant j'ai pas envie qu'elles commencent à prendre des notes, elles ont leur bébé dans les bras et tout, c'est pas possible. Donc après, je leur fais une petite fiche récap, soit que j'arrive à faire pendant la consulte, ou si c'est un peu plus long, et ben je leur envoie dans la journée par la suite, quoi. Ouais, faut bien écrire, parce que moi, j'écris. Tu fais des notes. Ouais. Et en moyenne, ça dure combien de temps une consultation? Moi, je dirais minimum 1 heure. Ah ouais, tu prends vraiment le temps, quoi. C'est chouette. Ouais, voilà. Alors après, sur une reprise de travail, ça peut être plus rapide. Ouais, là, on parlait de la problématique de manque de lait, d'inquiétude. Sur un manque de lait ou des crevasses, en général, c'est 1 heure. Ouais. Et en quoi l'IBCLC va avoir un rôle majeur dans l'allaitement, par rapport, par exemple, à une sage-femme? Alors, je vais renier aucun métier. On est bien nous d'accord, non plus, bien sûr, mais en fait, sage-femme sans formation IBCLC, oui, c'est ça qu'on veut dire. En fait, c'est ça, c'est que une puéricultrice, une sage-femme, une auxiliaire ou un médecin, la formation en allaitement, elle est quand même assez faible. Bah, nous, on le dit tout le temps. Nous, notre formation de base, elle est nulle. Enfin, clairement, que ce soit moi ou Cassandre, moi, il y en a pas. On assume total. En fait, on a vu un petit peu la physiologie, mais on n'a vu aucun problème en fait, aucune pathologie et tout ça. Donc, c'est sûr que on apprend énormément de choses dans la formation, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est la formation, quoi. Le rôle majeur, c'est que c'est la connaissance pointue sur l'allaitement. Ouais. Et on le sait, une meilleure formation donne des conseils quand même plus formés, plus avisés. Et du coup, c'est responsable peut-être d'allaitement non écourté par rapport à l'arrêt précoce quand on manque d'informations. Et puis plus qu'on disait, c'est la mise à jour des connaissances qui fait que tu vas être au fait des dernières études et des conseils à donner. On ne conseille pas comme on conseillait à 20 ans. Voilà. Exactement. Et aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais par rapport au DU, c'est qu'en fait, on parle beaucoup. Bon, déjà, on fait des stages, donc ça, c'est intéressant. On fait beaucoup de mise en situation. Oui, et aussi, en fait, on apprend à faire une consultation de A à Z, en fait. On apprend quelles informations demander, pourquoi on les demande, et en fait, et aussi beaucoup la communication, comment parler aux mamans. C'est intéressant. Et ça, c'est intéressant, je trouve, de pas dire vous devez faire ça, ça et ça. En fait, on ne tourne pas comme ça, en fait. Et du coup, ça, moi, j'avoue que ça m'a bien aidé aussi à formuler certaines phrases. En fait, c'est vrai, je trouve que c'est vraiment complet. La formation, il y a des connaissances, des stages, comment faire une consulte et... Ouais, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver quand on cherche quand on n'y connaît rien et qu'on cherche à qui s'adresser. Souvent on a tendance à aller vers sa sage-femme, vers son pédiatre, et en fait on se rend compte que c'est pas forcément un conseil, vers sa belle-mère, pareil. Qui n'a pas allaité dans les années 80. Mais du coup l'idéal c'est que si vous voulez vraiment quelqu'un qui va prendre le temps et qui a des connaissances à jour, c'est plutôt IBCLC. Si vous avez la chance d'avoir un soignant qui vous suit, qui est diplômé DU, c'est aussi une chance a priori. Si le DU est mis à jour régulièrement en termes de connaissances, on va dire. Et bon, après, il y a évidemment les métiers qui gravitent autour de la santé et de la périnatalité, mais qui n'ont pas forcément de formation très poussée. Et après, il y a tout ce qui est facilitatrice d'allaitement. Enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas de terme protégé pour dire un métier de l'allaitement en France. Donc, facilitatrice d'allaitement, conseillère en lactation, plein de choses
où là, il y a un peu à boire et à manger. Donc voilà, on peut pas dire il y a une formation qui est mieux ou moins bien ou voilà. Mais bon, là, faut vraiment voir si vous avez le feeling avec la personne et voilà. Si vous voulez vraiment être sûr d'avoir un accompagnement avec quelqu'un qui a des connaissances qui sont basées sur les faits, c'est-à-dire avec des études, vraiment des choses validées par la science, on va dire, c'est plutôt IBCLC ou soignant DU récent, on va dire. Ouais, et je me permets juste de rajouter pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la personne, c'est sa référente et ne pas demander l'avis de toutes les copines et de tous les soignants, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est perdu, surtout que quand on accouche, on est, chute d'hormones, tout ça, et on peut vite être, pas savoir faire le tri des infos, être vite perdu, et d'avoir une personne référente. Je trouve ça bien. Et c'est ça aussi que je voulais dire. Parfois, je propose un suivi des mamans. En fait, pas faire que la consultation. Et je leur dis, par exemple, si je vois que la problématique est c'est un petit peu compliqué, je dis, moi, je vous propose de vous faire un suivi à la semaine et vous m'envoyez le nombre de messages que vous voulez. On se rappelle, vous pesez dans 4 jours, on se dit quoi, et pour pas les lâcher totalement dans la nature, quoi. Et en termes de tarifs, on a parlé que c'est pas remboursé par la Sécu, mais est-ce qu'il y a des remboursements mutuels possibles ? Déjà, combien coûte une consultation avec une IBCLC ? Alors, moi, je demande à peu près 60 € par consultation, en sachant que en visio, quand je fais une visio, je demande plutôt 50. En fait, tout dépend. Je demande en gros 50 quand c'est chez moi, 50 quand c'est en visio, et puis après quand je me déplace, un petit peu plus en fonction du lieu où je vais, quoi. Et après, oui, malheureusement, il y a pas de, en fait. Parfois, il y a des infirmières qui sont en libéral, donc elles arrivent à passer les consultations à faire des remboursements. Moi, personnellement, je suis à l'hôpital public et du coup, je fais ça en auto-entrepreneuse. Donc, du coup, il n'y a pas de remboursement possible et c'est souvent le cas, en fait. D'accord. Après, c'est quand même un bon investissement par rapport au fait que ton allaitement perdure dans de bonnes conditions. C'est Bien quand même sûr. un plus, ouais. Et toi, est-ce que ça te sert au quotidien d'avoir cette formation en tant que maman et surtout en tant qu'infirmière en réa pédiatrique ? Oui, dans le travail, ça me sert. C'est vrai que en fait, j'avais des connaissances comme ça par rapport à mes enfants, mais là, du coup, c'est plus cadré et je me sens plus à l'aise, c'est sûr. Que j'ai appris beaucoup de choses, même si après les 2 allaitements, je commençais quand même à pouvoir aider de plus en plus les mamans, mais là je me sens plus légitime d'être formée. Et oui, dans mes allaitements, ça me sert trop parce que quand en plus j'ai eu des allaitements tellement différents que ça m'a fait explorer pas mal de problématiques. D'accord. Et alors, la question qu'on aime bien poser aux invités, c'est quoi ton meilleur conseil concernant l'allaitement ? C'est celui que je t'ai dit tout à l'heure, d'avoir une personne référente. Enfin, en vrai, c'est déjà de s'écouter, d'avoir confiance en soi et son bébé, et d'avoir une personne référente. Et pour moi, c'est ça qui m'a perdue dans mon premier allaitement, c'est que c'était tellement difficile que j'essayais d'avoir un peu des conseils à droite à gauche, et en fait, après, j'étais complètement perdue. On me disait jamais la même chose. Et tu vois, j'ai allaité 8 mois avec des bouts de sein. Au final, à la fin, j'avais plus assez de lait parce que les bouts de sein, ça draine pas. On produit 30% en moins. Alors au début, ça va très bien, mais au fur et à mesure des mois, ça finit par se tarir. Et moi, ma sage-femme m'avait dit, mais pas de problème sur les bouts de sein, pas de problème sur la tétine, pas de Nous, problème. on a fait un épisode sur les bouts de sein, un épisode sur les tétines. Ça sert quand ça doit servir, mais c'est vrai que c'est plutôt d'avoir un projet d'utilisation temporaire du bout de sein. Et bien sûr, moi, ça m'est arrivé de le conseiller. Hein. Je suis pas contre. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir une personne référente, pour moi, le plus important. D'accord. Merci Angèle, on est trop contente de t'avoir reçue dans notre podcast. On en revient souvent à ça en conclusion, mais c'est vrai que l'allaitement, le fait d'allaiter ou d'avoir allaité nos enfants nous amène à se former pour transmettre aux autres mamans allaitantes, comme Hélène avec le DULAM, comme Angèle avec la formation IBCLC, comme tant d'autres. Ça nous amène à faire des rencontres comme celle d'aujourd'hui, à créer des projets comme un podcast par exemple. On retrouve cette sororité qu'on adore parce que c'est beau, la sororité.
C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.